Merci. Merci mille fois, Christina. Le temps est toujours un peu compté. C'est un peu dommage, surtout pour une figure aussi patiente que Zanini, mais on pourra évidemment revenir sur certains points au moment de la discussion. Alors, un petit changement de programme. Donc, l'ordre a été interverti entre la communication de Yannick Bégoc et celle de Véronique Goudinou. Donc, nous allons d'abord entendre Yannick Bégoc. Donc, Yannick, qui est maître de conférence en histoire et théorie des arts visuels à l'Université de Strasbourg, dont les recherches portent sur l'histoire, la réception critique et l'historiographie de l'art corporel et de la performance. Donc elle a publié de nombreux articles sur ce thème. Donc j'ai mentionné l'ouvrage co-dirigé avec Nathalie Boulouche et Elvan Zabunian sur la performance entre archives et pratiques contemporaines. On peut mentionner également à ce titre le colloque de l'archive au reenactment, les enjeux de la représentation de la performance qu'elle a co-organisé à Strasbourg en 2013, avec un second volet qui s'est tenu à Rennes en 2014, de l'archive au reenactment, les enjeux des expositions les enjeux des expositions de la performance. J'imagine qu'il va y avoir des publications des actes. Voilà, et donc la communication de Yannick s'intitule « Performance et archives, le fil et la trace ». Merci. Merci à Larissa et à Zaya pour l'organisation de cette journée à laquelle je suis très heureuse de participer. J'ai choisi d'intituler mon intervention « Le fil et les traces », en référence aux recherches de l'historien italien Carlo Ginzburg que j'ai découvert pendant ma thèse grâce à Jean-Marc Poinceau. Le fil et la trace sont les paramètres avec lesquels Ginzburg pense l'opération historiographique. Le fil, c'est à la fois l'enquête et l'écriture. C'est le travail qui consiste à dérouler les écheveaux de l'histoire en interprétant les traces produites par les hommes au cours de leur existence. Mais, partie anecdote, le fil et la trace déterminent également ce que Ginzburg nomme le paradigme indiciaire et dont il propose une généalogie dès 1979 dans un article intitulé « Traces ». La méthode indiciaire, qui consiste à déchiffrer des indices imperceptibles afin de saisir une réalité plus profonde, trouve ses origines dans le savoir millénaire des chasseurs qui ont appris à interpréter des traces infinitésimales, les empreintes des animaux par exemple, pour mieux localiser leur proie. Mais selon Ginzburg, cette forme de connaissance va particulièrement se radicaliser au XIXe siècle. Elle s'observera de manière concomitante dans les méthodes d'interprétation de Morelli, du Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle et de Freud. Dans les trois cas, des traces infinitésimales permettent, je cite, de remonter à partir de faits expérimentaux apparemment négligeables à une réalité complexe qui n'est pas directement expérimentable. Des traces, plus précisément des symptômes dans le cas de Freud, des indices dans le cas de Sherlock Holmes et des signes picturaux pour ce qui concerne la méthode d'attribution de Morelli. Le paradigme indiciaire sera également appliqué par Francis Galton à la fin du XIXe siècle à travers sa méthode d'identification des individus au moyen de leurs empreintes digitales, avant de caractériser plus largement toutes les disciplines basées sur le déchiffrement des signes, celles que l'on nomme aujourd'hui les sciences humaines et sociales. À commencer par l'histoire, la connaissance historique étant, comme le rappelle Ginzburg, je cite, indirecte, indiciaire et conjecturale. Dans la démarche de Ginzburg, la trace est donc pensée à la fois comme un outil et comme un objet de connaissance. Or, si cette approche m'intéresse, c'est que cette adéquation entre méthode et objet d'étude est également très forte dans le cadre de l'histoire et de l'historiographie de la performance. Dans le cas de la performance, la trace n'est en effet pas seulement un outil de l'artiste et de l'enquêteur historien, elle devient aussi, pour plusieurs raisons, un objet d'étude. D'abord parce qu'en tant que pratique artistique, la performance a ceci de particulier qu'elle relève de l'événement. Les faits artistiques que l'historien doit transformer en événements historiques ne sont pas des objets peints ou sculptés, mais des actions. On est donc dans une configuration qui est celle de l'historien des formes symboliques, qui n'a pas un accès direct aux événements qu'il cherche à reconstituer et qui s'appuie sur des traces, sur les archives, pour reconstituer le fil de ces événements.
Mais si dans le cas de l'historiographie de la performance, la trace demande à être problématisée, c'est aussi parce que dans cette histoire, la question du statut du document s'est trouvée au cœur d'un débat qui était d'ordre esthétique avant même d'être historiographique. Ce débat est lié aux conditions d'émergence de la performance et en particulier au rejet des normes artistiques et du système marchand sur lequel s'est érigée la dématérialisation de l'art. Au tournant des années 1970, un certain nombre de commentateurs ont en effet eu tendance à définir la performance comme une attitude, en oubliant que les attitudes ont aussi pris une forme, pour reprendre la formule de Harald Zeman, et que le processus n'excluait pas les objets. Il s'agissait en fait d'un débat idéologique, car le caractère éphémère de l'œuvre était la condition même de son caractère subversif, et donc politique. Produire des objets était inconcevable, car synonyme d'une concession au système marchand et à l'idéologie capitaliste qu'il s'agissait de dénoncer. Si cette question reste d'actualité, c'est que ce débat, loin d'avoir disparu, a été reconduit et reformulé par certains théoriciens de la performance. Je pense en particulier à Peggy Phelan, qui, dans un livre publié en 1993, affirme que la performance ne peut être sauvegardée, enregistrée, documentée, sous peine de trahir son ontologie. On voit dès lors la complexité du problème. D'un côté, on a rejeté l'existence même d'objets artistiques dans la performance, en cherchant à dissoudre l'œuvre dans la pure événementialité. De l'autre côté, l'historien est plus que jamais face à la nécessité de consulter les archives pour appréhender cette pratique, comme l'a rappelé Nathalie ce matin en se référant à Amelia Jones. Ce que je voudrais ici démontrer, c'est que si les archives jouent un rôle fondamental dans l'historiographie de la performance, c'est qu'elles permettent non seulement de tirer les fils de cette histoire, mais aussi de saisir en un retournement que cette histoire dite événementielle est en réalité une histoire matérielle. Plonger dans les archives de la performance conduit en effet à s'interroger sur le statut des documents produits et adressés par les artistes aux critiques qui les ont conservés. Tel a été en tout cas l'effet sur mes recherches des missions que j'ai effectuées aux archives de la critique d'art entre 2001 et 2008, sous la direction scientifique de Nathalie Boulouche et de Laurence Lepoupon, l'archiviste des archives de la critique d'art. Il s'agissait du programme autour de la performance que Nathalie a décrit ce matin, un programme de traitement documentaire des archives de la performance, cofinancé par l'INHA et le laboratoire de recherche de l'Université de Rennes 2, qui, dans ses grandes lignes, consistait à repérer dans les fonds des critiques d'art les documents relatifs à la performance, des photographies de performance, des correspondances, des cartons d'invitation par exemple. Une fois les documents repérés, et donc ça a été le cas dans les fonds Pluchart, Pierre Estany, Alain Macaire, Danny Bloch, Aline Dallier-Popper et Hubert Bezacier, il s'agissait de les identifier, de les cataloguer, donc de les indexer, comme ça a été dit ce matin, dans le but de les conserver en préservant leur intégrité intellectuelle. Cette expérience m'a appris à considérer l'archive non seulement pour son contenu intellectuel, mais aussi comme une trace matérielle au sens où Ginsburg l'entend. Elle m'a également permis, en m'attachant aux nombreux documents adressés par l'artiste Gina Pan aux critiques que je viens de mentionner, de saisir la place centrale occupée dans la pratique de cet artiste par la notion de trace. Concernant Gina Pan, il ne fait aujourd'hui aucun doute pour personne que ces constats d'action doivent être considérés comme des œuvres à part entière. Comme l'a rappelé Nathalie ce matin, ces objets consistent en des montages de photographies, parfois accompagnés de textes manuscrits. L'accès au dessin préparatoire de l'artiste a permis à l'historienne de l'art Anne Tronche, dans les années 90, de montrer que la conception de ces panneaux était précisément anticipée par Gina Pan, puisque ces storyboards lui permettaient non seulement d'anticiper et de visualiser mentalement les gestes qu'elle entendait réaliser pendant ses actions, mais aussi de matérialiser, à l'intention de sa photographe, également destinataire de ces documents, le cadrage qu'elle souhaitait pour ces images, qui, comme vous le voyez ici, était extrêmement respecté. Dans les années 70, Gina Pan s'est exprimée à plusieurs reprises sur la fonction de ses œuvres photographiques. Elle permettait d'élargir auprès d'un plus large public la diffusion de son travail, fonction de communication, et de réactiver sur un autre support, un médium autre, la signification de l'action.
Loin de se donner comme des représentations de représentations, pour reprendre les mots de Peggy Phelan, ces constats photographiques étaient ainsi conçus comme la trace d'une trace, comme la mise en abîme d'un transfert indiciel, la marque sur un médium autre d'une blessure. Ils étaient constitutifs de l'œuvre globale, au même titre que les documents préparatoires de l'action. Le statut d'œuvre d'art des constats d'action de l'artiste n'est donc plus à établir. Mais ce que l'on connaît moins, en revanche, c'est l'origine même d'une telle méthode, c'est-à-dire le contexte dans lequel Gina Pan établit et formule une pensée globale de son œuvre. Dans le temps qui me reste, je voudrais vous montrer comment les archives conservées aux archives de la critique d'art permettent de localiser l'origine de cette pensée indicielle au sein de la phase de la trajectoire de l'artiste que l'on connaît sous le nom de période écologique, au cours de laquelle Gina Pan va développer une pratique de l'envoi postal. La mise en évidence des fonctions dont elle dote ces documents me permettra de montrer que, loin du caractère anecdotique que l'on pourrait lui attribuer, l'expérience des envois postaux par Gina Pan a joué un rôle structurel dans l'élaboration du protocole de conception et de médiatisation de ses premières performances. Le texte que vous avez sous les yeux fut adressé par Gina Pan en mars 1970 au cercle alors relativement restreint des critiques d'art parisiens. Ces derniers n'eurent probablement aucun mal à identifier derrière son geste une activité allant croissante dans le milieu artistique de l'époque, celle des envois postaux. Ils furent en revanche peu nombreux à conserver ces objets, dont on ne prit la véritable mesure que lorsque Jean-Marc Poinceau en théorisa le concept en 1971, avant de leur dédier la même année une section spécifique à la Biennale de Paris, comme on a pu le voir ce matin. Produites en faible quantité, détruits par la plupart de leurs destinataires, ces artefacts ont ainsi échappé au regard des historiens et des éditeurs qui, depuis plus de 20 ans, s'attachent à renouveler l'historiographie des années 70. Le cas de Gina Pan ne fait pas exception, puisque même dans les récents ouvrages qui lui ont été consacrés, ces envois ne sont que rarement mentionnés. Et le cas échéant, c'est un statut de document préparatoire qui leur est malencontreusement attribué. Il faut dire que les envois de Gina Pan résistent à l'analyse, à la fois en raison de leur rareté et parce que leur statut et leur fonction s'avèrent difficiles à identifier. C'est dans les archives des critiques d'art de l'époque que l'on peut aujourd'hui les trouver, perdus parmi les correspondances des critiques. Ils se présentent sous la forme de feuillets de format standard sur lesquels apparaît un texte manuscrit ou dactylographié, des séries de schémas et plus rarement des photographies. Systématiquement signés, ces documents sont également datés, le premier de novembre 1969 et le dernier de décembre 1970. Ils renvoient pour certains à des œuvres réalisées au même moment par Gina Pan, quand d'autres, au contraire, ne semblent entretenir aucun lien avec ces dernières. De prime abord, on pourrait ainsi penser qu'il s'agit de projets. Les uns seraient des documents préparatoires pour les œuvres connues, et les autres des scénarios abandonnés pour les œuvres non identifiées. Toutefois, leur caractère autonome, il semble avoir été adressé sans commentaire sur leur contenu ni référence à un destinataire particularisé. Leur mode de fabrication mécanique, ce sont des reproductions résultant d'impressions par rhonéotype ou photographie, et leur multiplicité, chaque exemplaire apparaît dans les archives de plusieurs critiques, sont autant d'éléments permettant d'attester de leur statut d'envoi postaux, c'est-à-dire d'objets investis d'une fonction de communication. Par la diversité des modes discursifs employés, l'envoi qui nous intéresse ici témoigne exemplairement de cette fonction de médiatisation. Il s'agit d'un texte sous lequel Gina Pan a dessiné au crayon 2 râteaux dont les dents sont différemment écartées, chacun associé à une représentation de la trace que leur manipulation produirait au sol. Débutant comme une lettre, il se poursuit sous la forme d'un manifeste et se termine par l'annonce d'un projet qui, de fait, sera réalisé. Gina Pan cherche vraisemblablement à se manifester, à faire connaître son travail autant que ses idées. Son texte n'apparaît toutefois pas comme une sollicitation directe, mais comme une prise de contact, justifiée par le désir de délivrer une information. Celle-ci vise à entretenir un mystère sur l'artiste et son œuvre et à créer chez le lecteur un effet de surprise. Mais dans le même temps, vous voyez qu'elle rend public un projet à venir,
Elle introduit les critiques dans le processus de création de son œuvre et du même coup lève le mystère sur une activité solitaire. Dire et cacher à la fois. Cet usage stratégique du document est indissociable du contexte artistique de l'époque qui voit l'art se dématérialiser. Moyen de socialisation et outil de médiatisation, l'envoi postal a de fait joué un rôle important pour tous les artistes qui, notamment entre 1967 et 1969, développent des pratiques secrètes en ville ou dans la nature. Face à des cadres d'exposition et de diffusion encore inexistants pour ces nouvelles pratiques, l'envoi se présente pour les artistes comme une vitrine alternative capable d'exposer leurs activités solitaires et de les faire connaître auprès des acteurs du milieu. Considérer les envois postaux de Gina Pan comme des outils de communication ne permet toutefois pas de régler la question du statut de ces documents. Quel est en effet l'objet de la médiatisation dont ils sont les vecteurs ? Si la question mérite d'être posée, c'est que certains des envois de l'artiste ne se réfèrent à aucune œuvre préexistante et donc semblent s'affirmer de manière autonome. Quant à ceux que l'on pourrait subordonner à des œuvres réalisées par Gina Pan au même moment, ils ne sont pas sans ambiguïté puisque bien souvent, le lecteur peine à savoir si ces œuvres existent déjà, si elles sont en cours de réalisation ou si elles demeurent à l'état de projet. C'est en particulier le cas d'un envoi adressé par l'artiste alors même qu'elle réalise Désertrace, cette sculpture environnementale que vous voyez ici, constituée de 70 prismes de hêtre poli reposant sur un lit de sable blanc et orientés diversement par rangées de 10. L'envoi postal éponyme se présente sous la forme d'une feuille de papier épais dont le texte et les croquis font penser à une notice explicative. À côté de la représentation schématique d'une forêt de hêtres, Gina Pan a dessiné 6 carreaux qui représentent chacun les prismes de hêtres constitutifs de sa sculpture. Le texte, délivré sous la forme d'une série de définitions, se termine par ces mots. Trace comme reconstitution du réel à partir d'observations de documents dispersés. Science des traces. Terre vide, être, orientation incertaine, orientation avec la boussole, déplacement. Science des traces. Ce ne sont que des traces que nous pouvons observer. En rendant difficilement accessible la pleine compréhension d'un tel document, Gina Pan entretient un mystère sur la relation temporelle qui existe entre la sculpture et l'envoi postal. Elle crée dès lors une ambiguïté quant à la fonction de ce dernier qui pourrait se donner comme une anticipation de l'œuvre, un document préparatoire réalisé en amont, aussi bien que comme la trace de celle-ci, un document réalisé a posteriori. Il faut pour tenter d'éclaircir le caractère trouble de ces écrits, se pencher en détail sur leur contexte d'énonciation. Ces documents ont en effet la double particularité d'avoir été produits sur une période très courte, entre octobre 1969 et décembre 1970, et à une cadence soutenue, puisqu'on en compte une vingtaine d'envois postaux réalisés à cette période. Or, à l'aune de la trajectoire de l'artiste, cette période est loin d'être anodine. Elle correspond à ce moment particulier, à la fois fécond et charnière, où la nature devient pour elle un riche terrain d'expérimentation formelle. Fécond parce que dans le cadre de cette exploration in situ, Gina Pan modifie sa pratique et multiplie les médiums. D'une part, elle y poursuit son travail de sculpture en substituant à ces structures pénétrables, qui, comme vous le voyez, étaient constituées de blocs monolithiques réalisés selon des techniques de fabrication industrielle, elle substitue à ces structures donc des environnements constitués de matériaux organiques et disséminés dans l'espace naturel. Et d'autre part, toujours à cette période, Gina Pan réalise ses premières actions dans la nature. Charnière parce que cette période passée dans la nature fut une étape transitoire menant vers sa pratique de la performance. L'article a rétrospectivement qualifié de phase écologique cette étape transitoire, comme pour mieux l'associer à la phase corporelle qui lui aura succédé. Et c'est ainsi que de pierre déplacée à l'enfoncement d'un rayon de soleil, les 8 actions qu'elle réalise entre 1968 et 1970 sont d'autant plus connues qu'on les considère aujourd'hui comme les prémices de ces actions corporelles. Ces considérations rétrospectives sur l'œuvre de l'artiste ne sont toutefois pas sans poser de problème. Elles tendent à ériger l'action en tant qu'unique opérateur de ce passage de la nature vers le corps, en laissant de côté les sculptures.
et elle contribue du même coup à lisser la trajectoire de l'artiste en réduisant sa phase écologique à son travail d'action. Or, si cette nuance demande à être établie, c'est que la présence même des envois postaux au sein de cette période écologique contribue à rompre cette lecture linéaire, réductrice et excluante qui colle à l'historiographie de l'artiste. Parce qu'il concerne à la fois son travail d'action et de sculpture de l'époque, les envois postaux confirment que l'artiste pratique ces deux médiums de manière concomitante, tout en s'offrant aussi dès lors comme un autre médium à expérimenter. Pour comprendre la relation que les envois postaux de Gina Pan entretiennent avec ses actions et ses sculptures environnementales, il faut déjà avoir saisi la façon dont celles-ci fonctionnent entre elles. Les actions et les environnements écologiques de l'artiste ont en effet ceci de particulier qu'ils dialoguent de manière infinie par leurs titres, leurs matériaux et les intentions qui affichent l'artiste. On peut prendre pour exemple Terre protégée, cet environnement composé de 120 structures plates en bois, disposées à même le sol sur un lit de terre et reliées entre elles par des lanières de chanvre. Par sa forme, cette œuvre fait en effet écho à deux autres environnements, désert trace et pêche endeuillée, qui consistent également en des assemblages d'éléments prismatiques en bois destinés à reposer sur du sable. Sur le plan des matériaux, Terre protégée tisse également des liens avec les actions semences de graines de chanvre et manipulation d'humus sur une étendue de sable, au cours desquelles l'artiste manipule les matériaux constitutifs de cet environnement, ainsi qu'avec l'envoi postal graines mélangées, composé d'un sachet de ces mêmes semences. Mais par son titre, cet environnement renvoie encore aux actions Terre protégée 2 et Terre protégée 3, puisqu'en leur donnant le même nom, Terre protégée, l'artiste inscrit ces trois œuvres dans un nouveau réseau de connexion en dépit de leur hétérogénéité. Ce que signale cette chaîne de connexion, c'est que Gina Pan cherche à s'affranchir de la notion de médium en tant que moyen d'expression circonscrit et limité, pour privilégier au contraire la mise en évidence d'une continuité entre ses actions et ses environnements, entre le geste et l'objet. Si les actions et les environnements dialoguent indéfiniment, c'est qu'ils s'inscrivent dans une pensée de l'œuvre au sein de laquelle le médium n'est pas une fin en soi, mais l'un des possibles modes de déclinaison et d'expérimentation d'une idée. Or, force est de constater que les envois postaux vont occuper une semblable place au sein de ce système. Terre protégée est en effet aussi le titre d'un envoi postal de Gina Pan. Il s'agit d'une feuille de papier épais, scindée en deux colonnes. La partie gauche est constituée d'une série de définitions de mots, terre, semences, dissémination de graines, graminacées, légumineuses, fleurs, sapins, chanvre, protégés, et d'un texte que j'ai retranscrit à droite de l'écran. Dans ce texte, un certain nombre de mots ont été soulignés, que l'on retrouve sous la forme d'une liste au bas du document. La partie droite de l'envoi propose une typologie des graines évoquées par l'artiste dans le texte. Elles sont classées par famille et associées à des symboles inventés par Gina Pan. De toute évidence, ce texte renvoie à l'environnement du même nom, dont il décrit les aspects techniques et la fonction symbolique. Mais il ne se limite pas à un rôle de trace ou d'index d'une œuvre donnée, dans la mesure où le recours aux définitions et à la typologie confère une dimension conceptuelle à l'œuvre et assure un jeu de connexion avec les autres travaux de l'artiste. Autrement dit, l'envoi postal semble répondre à la logique précédemment observée. Au sein du processus d'expérimentation de l'artiste, il apparaît comme un médium à part entière exploré, au même titre que les actions et les environnements, selon une logique transmédiale. Ce qui est visé, écrit Gina Pan à cette période, c'est le fondement du signe, l'idée. Cette dernière sera perçue à travers des niveaux de lecture parallèles, de façon à abolir la prévarication du sens. Les traces comme reconstitution du réel à partir d'observations, de documents dispersés. La proposition, l'action, l'idée existaient pendant que les traces se réalisaient, donc appropriation de ces traces et de l'idée qu'elles contiennent. Il me semble assez clair que derrière l'articulation des médiums, l'enjeu crucial de cette période d'expérimentation pour Gina Pan consiste précisément en la production de traces. À travers ces envois, Gina Pan cherche moins à reproduire la nature de ses gestes qu'à matérialiser leur origine conceptuelle. À l'environnement trace et à l'action trace succède une nouvelle trace.
L'envoi est cette troisième forme permettant de réactualiser une œuvre spécifique en tissant des liens avec l'ensemble des œuvres. Il met également en évidence le processus de leur création. Il expose la méthode de l'artiste et les moyens conceptuels de sa réalisation. Et plus largement, il réactive la mémoire de l'œuvre dans sa globalité. En cette année 1970, Gina Pan développe ainsi, grâce à ses envois postaux, une conception globale de son art. Vous connaissez ce document, Nathalie vous l'a lu ce matin. Ce courrier adressé le 16 juin 1971 à François Pluchart n'a rien d'un envoi postal. Il s'agit d'une lettre très spécifiquement destinée aux seuls critiques d'art français de l'époque, intéressés par le body art. Plus qu'une description du projet de l'escalade non anesthésiée, que Gina Pan identifiera par la suite comme sa première action corporelle, c'est en effet une méthode que livre ici l'artiste aux critiques. Or, ce qui frappe à la lecture de cette méthode, c'est sa proximité avec le processus de production de ces envois postaux, et plus particulièrement avec la conception de la trace dont ils sont les vecteurs. Donc c'est le passage qui se trouve ici, après fixation de l'objet échelle sur un pan de mur, des chaussées et mains nues jusqu'à l'adresse de haut en large toute sa surface, des photos seront prises de manière à fixer l'acte, etc. Tout en décrivant les gestes constitutifs de l'action, Gina Pan se propose d'exposer les photographies de celle-ci, ainsi que les objets utilisés pendant sa réalisation. Combinant l'usage du texte, de la photographie et des objets, ce protocole, énoncé à l'appui de schémas, découle indéniablement de sa pratique des envois postaux, qui, supposant une prise en charge autonome de la diffusion de son œuvre, l'auront ainsi conduite à déterminer avec précision les modalités d'exposition de ces actions secrètes. À l'instar du croquis qui préfigure ses futurs storyboards, ce texte fondateur apparaît rétrospectivement comme la première formulation de sa méthode de travail. Il témoigne d'une conception globale de l'œuvre au sein de laquelle la photographie, en tant que trace et œuvre, est anticipée, pensée et construite conjointement à l'élaboration de l'action. Dans la trajectoire de Gina Pan, l'envoi postal a donc ceci de fondamental qu'il apparaît comme la matrice du protocole de production et de diffusion de ses futures actions corporelles et de ses constats d'action. L'envoi postal montre ainsi que la culture matérielle de l'histoire de la performance permet de reconsidérer les pratiques de production, de médiatisation et de distribution de cet art. Loin du seul régime de pure événementialité dans lequel on pourrait la dissoudre, la performance relève aussi d'un régime d'exposition, de représentation. Comprendre la fonction des envois au sein de cette économie singulière, c'est finalement saisir la façon dont les objets eux-mêmes travaillent en profondeur les actions. Ce qui caractérise la connaissance indiciaire, selon Ginsburg, c'est la capacité de remonter, à partir de faits expérimentaux apparemment négligeables, à une réalité complexe qui n'est pas directement expérimentable. Les traces indicielles que sont les archives de la critique d'art permettent ici d'interpréter des faits initialement considérés comme marginaux ou négligeables, les envois postaux de Gina Pan, et d'en faire des révélateurs de la réalité complexe de la méthode de l'artiste. À regarder son œuvre à la loupe, il semble qu'en réalité, l'artiste n'ait jamais cessé de distiller des indices concernant son goût pour le paradigme indiciaire. En témoigne cette empreinte digitale déposée sur chacune des photographies du constat de l'action Io mescolo tutto, réalisée en 1976 et présent dans les collections du Musée d'Art moderne de Bologne. C'était 3 ans avant que Carlo Ginzburg ne réunisse en un même texte les démarches de Morelli, Freud, Sherlock Holmes et Galton. Je vous remercie.